est évidente quand elle se produit en un même point de l'espace. Il s'agit alors d'une concomitance. En revanche, dès qu'on s'intéresse à des événements qui ont lieu en des points différents de l'espace, donc à une certaine distance l'un de l'autre, la notion de simultanéité ne va pas de soi. Et ça, c'est un texte qui a été très largement étudié par Einstein et ses amis de l'Académie Olympia, et c'est sans doute un des textes les plus importants qui vont mettre Einstein sur la piste qui va déboucher en 1905 par l'article de Juin. Ces articles de Poincaré contiennent mathématiquement la découverte de structures qui jouent aujourd'hui encore un rôle très important dans la théorie de la relativité, mais il faut insister que le point de vue que prend Poincaré est un point de vue de mathématicien et pas un point de vue de physicien, et Poincaré n'a jamais remis en cause ce qui pour Einstein est l'élément central de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la relativité, qui est le concept de temps. En 1905, Poincaré avait toutes les équations de la relativité à sa disposition. Mais la différence avec Einstein, c'est qu'Einstein, lui, a proclamé la mort de l'éther, ce milieu censé vibrer au passage de la lumière, et a compris que les ondes électromagnétiques qui constituent la lumière, en réalité, se propagent dans le vide. Donc Einstein est le seul à avoir compris que la relativité restreinte, c'est une nouvelle théorie de l'espace et du temps. L'éther exit de la physique avec Einstein, et une deuxième conséquence, c'est que ça change tout à fait l'interprétation de l'expérience de Michelson-Morley. Au lieu d'être un échec, ce qu'elle était du point de vue de Michelson-Morley, puisqu'ils n'arrivaient pas à voir ce qu'ils auraient dû voir, pensait-il, Einstein démontre que cette expérience est une vérification d'un des postulats essentiels de la nouvelle physique qu'il crée, le principe de relativité et le postulat de constance de la vitesse de la lumière. Einstein prouve que la vitesse de la lumière est constante. Elle va invariablement à 300 000 km/s dans toutes les directions, quelle que soit sa vitesse d'observation. Du fait de cette constance, la lumière ne se plie pas à la loi de composition des vitesses, une des raisons pour lesquelles Michelson et Morley n'ont rien détecté dans leur expérience de 1887. La lumière parcourait les bras de l'interféromètre à la même vitesse dans les deux directions. Dans sa théorie de la relativité restreinte, Einstein dynamite aussi le concept de temps. Avant Einstein, le temps était conçu depuis Newton comme quelque chose d'absolu, d'universel, qui était comme un grand rythme, qui battait comme un cœur, le cœur de l'univers, qui bat également pour tous les êtres, alors qu'Einstein nous dit essentiellement la chose suivante: il y a autant de temps que d'observateurs. Prenons un exemple, si vous avez deux horloges de même fabrication, une horloge qui reste sur Terre et l'autre qui part avec une grande vitesse et puis qui revient vers son horloge jumelle ensuite, Einstein nous dit que l'horloge qui revient ne marquera pas le même temps que l'horloge qui est restée sur Terre. Et pourtant, si on remplace l'horloge qui se déplace par un être humain ou n'importe quel être vivant, il n'aura jamais le sentiment que le temps se ralentit. Et c'est ce point-là qui est le point central de la théorie de la relativité, et seul Einstein l'a pensé en juin 1905. Le physicien Paul Langevin a imaginé dans les années 20 une métaphore pour illustrer cette relativité du temps. C'est le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, Deux frères jumeaux, l'un part voyager dans l'espace, mais à une vitesse immense, presque celle de la lumière. L'autre reste sur Terre. Le temps passe, c'est un long voyage. Un très long voyage. Un beau jour, son frère revient et, ô surprise, il est plus jeune que lui. À cause du voyage passé à une immense vitesse, le temps propre de celui qui est parti s'est écoulé plus lentement que celui qui est sur Terre. Cette perspective relativiste qui se produit à une grande vitesse est déconcertante, elle fait partie désormais de notre quotidien. Quand Einstein a fait cette prédiction, il n'existait pas de technologie suffisamment précise pour vérifier cet effet, qui est très petit. La technologie moderne
rend cet effet très visible. Et par exemple, tous les jours, dans le système de positionnement par satellite appelé Global Positioning System, on est obligé de corriger la fréquence des horloges qui sont à 20 000 km au-dessus de nos têtes par rapport à la fréquence d'une horloge sœur sur Terre. Et sans cette correction, ce système ne permettrait pas de se localiser sur Terre. Au bout d'1 minute et demie, en fait, on aurait une dérive qui est plus grande que la tolérance du système. En 1905, Einstein a rédigé ses 4 articles en l'espace de 6 mois. Au mois d'août, il écrit de nouveau à son camarade Konrad Habicht. Cette fois, il ne le traite pas de tous les noms, mais simplement lui fait part d'une nouvelle intuition. Il écrit à nouveau à Habicht au cours de l'été 1905 en disant qu'il a mis le doigt sur quelque chose de très important qui est l'équivalence entre l'inertie, la masse, et puis l'énergie. Ce qui va devenir la grande formule E égale mc2. Et ce résultat E égale mc2 est une conséquence directe, qu'il n'avait pas aperçue immédiatement, de son article de juin 1905. Donc c'est une conséquence de la théorie de la relativité. Et c'est l'idée que, finalement, quand un corps massif émet ou absorbe de l'énergie, sa masse est modifiée. Pendant des siècles, et en particulier avec Lavoisier, on identifiait la masse avec ce qui était permanent dans la matière. Lavoisier disait « rien ne se perd, rien ne se crée », et Einstein nous dit pas du tout, c'est parce que les mesures de Lavoisier n'étaient pas assez précises. Eh bien, s'il y a un dégagement d'énergie chimique, de l'énergie thermique ou autre, il va y avoir un changement de masse, parce que finalement, la masse recèle une énergie cachée énorme. Que nous dit cette équation E égale mc2 qui paraît aux Annales au mois de septembre 1905 ? Que de l'énergie qui s'exprime en joules est égale à la masse en grammes multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, jusque-là tout va bien. Dans cette formule, la vitesse de la lumière s'exprime en mètres secondes, c'est 300 millions de mètres secondes multiplié par 300 millions de mètres secondes. Un nombre gigantesque, 9 suivi de 18 zéros. On comprend facilement que dans cette formule, très peu de masse va produire énormément d'énergie. Mais où trouver cette masse si infime soit-elle? À l'époque d'Einstein, on ne la connaît pas encore. À l'heure actuelle, on la fabrique dans des réacteurs nucléaires qui cassent en permanence les noyaux atomiques de la matière. Au cours du XXe siècle, les physiciens ont exploré toutes les facettes différentes de cette formule E égale mc2. Il y a des physiciens qui transforment de la masse en énergie. Par exemple, les physiciens qui s'occupent des centrales nucléaires, ils prennent de l'uranium-235, ils s'arrangent pour que cet uranium fissionne, donc se coupe en 2 noyaux plus légers. Et dans ce processus, il y a une perte de masse. Les produits finaux sont plus légers que le produit initial. Et cette perte de masse, c'est de l'énergie, qu'on appelle l'énergie nucléaire. Le phénomène inverse aussi est possible et encore plus remarquable, c'est-à-dire que vous pouvez partir d'avoir uniquement un système où vous avez du rayonnement, de la lumière, donc par exemple 2 grains de lumière qui vont à la rencontre l'un de l'autre, et vous pouvez, lors de la collision de ces 2 grains de lumière, créer de la masse, créer de la matière, créer des électrons, des positrons, ou même des protons, des antiprotons. Et ça, c'est ce que l'on fait tous les jours dans des accélérateurs de particules au CERN, par exemple. Le Soleil est la manifestation la plus remarquable de l'équation E égale mc2. Le fait que le Soleil envoie à l'extérieur sans arrêt de l'énergie, sous forme d'énergie lumineuse et de chaleur, qu'il fait ça depuis 5 milliards d'années et que probablement il va encore émettre de l'énergie au même taux à peu près pendant encore 5 milliards d'années, repose en fait sur cette relation E égale mc2. Toute cette énergie lumineuse, elle vient en fait d'une perte de masse au centre du Soleil. Donc la brillance du Soleil est une preuve journalière de la validité de la relation d'Einstein E égale mc2. On pourrait penser qu'après toutes ces découvertes surprenantes, la gloire est au rendez-vous. Il n'en est rien. Les physiciens sont déroutés par les trouvailles de cet inconnu malgré le soutien sans faille de Planck aux nouvelles théories d'Einstein. La communauté scientifique va mettre 4 années pour en comprendre le sens.
4 années de plus pour le jeune Albert au bureau de la propriété intellectuelle de Berne. Son directeur Friedrich Haller se soucie comme d'une guigne des photons de la lumière, de la relativité restreinte et autres mouvements browniens. Il ne reconnaît en Einstein que ses seules qualités professionnelles. Le voici nommé expert de 2e classe au bureau des brevets, avec augmentation de salaire. La célébrité n'arrive qu'en 1909. Einstein est invité en grande pompe aux cérémonies qui marquent les 350 ans de l'Université de Genève. L'occasion de côtoyer enfin le gratin de la physique. La même année, il obtient enfin ce poste de professeur auquel il tenait tant à l'Université de Zurich. Une nouvelle fonction qu'il remplit avec originalité en rejetant la pédagogie de l'époque.